Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir le maître Françoise Osanga Biwole. C'est ça. Françoise, est-ce que tu vas bien? Oui, merci pour cette invitation. Et je suis très contente d'être là avec toi ce matin. Merci. Pour répondre à tes questions. Est-ce que tu pourrais te présenter et me raconter ton parcours? Alors, actuellement, je suis avocate au barreau des Hauts-de-Seine. J'interviens principalement dans toutes les questions qui touchent le droit de la famille, des personnes et du patrimoine, ce qui concerne les affaires, les divorces, les séparations, les gardes d'enfants, tous les couples finalement, toutes les questions qui tournent autour du couple, la protection des majeurs, la protection des enfants, voilà. À peu près ces questions-là. Et donc sur mon parcours, moi j'ai un parcours très classique. J'ai fait une fac de droit donc pendant 5 ans. Après donc j'ai fait une licence, d'abord 3 ans, une licence en droit privé, puis un master 1 en droit des affaires et un master 2 en droit des affaires et fiscalité. Ensuite j'ai passé le barreau que j'ai obtenu et je suis rentrée à l'école d'avocat. À l'école d'avocat, j'ai pas eu l'examen final. Du coup, j'ai dû redoubler et ensuite je l'ai obtenu. Et donc voilà, je me suis inscrite au barreau des Hauts-de-Seine. J'ai d'abord fait 1 an et demi, 2 ans en tant que collaboratrice dans un cabinet qui était généraliste. Et ensuite, je me suis installée à mon compte, donc en droit de la famille seulement. Ok, très bien. Et tu as fait une licence où? Dans quelle université? Oui, alors j'étais à la fac de Sceaux, donc Paris 11. Donc j'ai fait mes 4 années donc jusqu'au master 1 à la fac de Sceaux. Puis ensuite j'ai fait mon master 2 à la faculté de Rouen. Et après je suis revenue passer le barreau à Sceaux. Voilà. Donc tu n'as jamais redoublé durant ton parcours? Non, j'ai eu la chance. À part voilà. Que des bonnes notes, et bonne élève. J'ai eu la chance de ne pas redoubler, ce qui m'a permis de quand j'ai redoublé à l'école d'avocat. Bon, c'était plus. J'ai pas forcément perdu beaucoup de temps. J'avais pas forcément perdu beaucoup de temps avant, donc ça a été. Mais non, sinon j'avais pas redoublé avant. J'ai eu la chance de tout avoir du premier coup. Ok. Et pourquoi tu as choisi le secteur du droit privé du coup? Parce que tu aurais pu choisir le droit public. Il y a plusieurs branches, mais pourquoi le droit du patrimoine, des personnes? Ouais, surtout qu'en plus, moi, j'ai une formation en droit des affaires. Donc, alors déjà, le droit privé, c'est le droit qui me parlait le plus. Moi, à la base, quand je me suis orientée vers le droit, c'était pour combattre les injustices, défendre les personnes. Donc, logiquement, je me suis orientée vers le droit privé parce que c'était même les matières que je trouvais les plus intéressantes. Et ça, c'est important de choisir des matières qu'on trouve intéressantes parce qu'après, il va falloir les apprendre. Oui, c'est donc, clair. Si on n'y trouve pas d'intérêt, c'est compliqué d'apprendre et d'avoir des notes qui nous permettent de passer à l'étape suivante. Okay. Donc voilà, c'était vraiment par intérêt que je me suis dirigée vers le droit privé. Et puis après, le droit des affaires, c'était plus stratégiquement puisque c'était après, au niveau du master, on se dit, bon, où est-ce qu'il y a du travail? Donc c'est plus comme ça que je me suis orientée vers le droit des affaires. Et puis après la fiscalité, là à nouveau par intérêt, parce que je trouvais que c'était une matière qui était assez technique. J'aimais le fait de réfléchir, de devoir me prendre la tête. Voilà, j'aimais le fait que ce soit compliqué, que ça se disait compliqué. Est-ce qu'il faut apprendre des maths? Je sais pas, en fiscalité, il y a les maths, un peu de chiffres et tout. Moi, j'ai fait des études de droit. Oui. Et je me suis toujours dit, la fiscalité... Oui, il y a du chiffre. Mais moi, en fait, j'ai fait un bac scientifique avec option mathématiques. Donc, j'aimais bien les chiffres. Ah, d'accord, ok. Donc, là, justement, aller faire de la fiscalité, on retrouvait un peu de chiffres. Donc, moi, ça fitait bien avec mon parcours. Ok. Maintenant, bon, il n'y a pas non plus c'est plus, on fait du droit, même en fiscalité. Donc, c'est plus des règles de droit qu'on doit comprendre. Mais il y a un peu de chiffres, mais c'est pas... C'est pas énorme. Non. Durant donc ton parcours d'études, comment ça s'est passé l'ambiance avec les autres élèves, peut-être la compétition? Parce qu'en droit, on est un peu compétitif entre nous. Comment ça se passait en tant que femme noire d'origine, donc camerounaise? Oui. Comment ça s'est passé durant toutes tes études et jusqu'à l'école d'avocat? Comment ça s'est passé? Alors, en réalité, moi, j'ai pas beaucoup ressenti la compétition. D'accord. C'est vrai que j'étais un peu dans ma bulle. En fait, comme moi, je suis à la fac de Sceaux,
qui se trouve à 15 minutes à pied de chez moi, de chez mes parents. Okay. Donc en fait, moi, je suis toujours restée dans mon secteur. Ça veut dire que même j'avais mes amis de la fac, plutôt de l'école, du lycée qui venaient réviser à la fac, puisque la fac elle est ouverte. Okay. Oui. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment, j'avoue que je suis restée un peu dans ma bulle toutes ces années-là, et j'ai pas vraiment ressenti une grande compétition. Après, de nature, je suis quelqu'un qui aime être la première. J'aime me donner à fond. Donc, en fait, de toute façon, je suis toujours en compétition avec moi-même de base. C'est très bien. Mais voilà, moi, mon but, j'ai toujours aimé essayer d'avoir des bonnes notes, les meilleures possibles. Hein. Oui. En plus, je travaillais à côté, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup été dans les ambiances fac, etc. J'avoue que je suis restée. Après, j'ai des amis de fac jusqu'à aujourd'hui avec qui je me suis très bien entendue. Mais c'est vrai que je suis restée quand même dans ma bulle en fait toutes ces années-là. Okay. Donc la compétition. Non, après ça dépend aussi peut-être des facultés. Hein. Oui, aussi. À Sceaux, c'est une petite fac, d'accord. Donc j'ai pas forcément ressenti la compétition, même durant l'examen, le premier examen du barreau, le CRSPA. Franchement, on essayait de réviser ensemble, etc. Donc j'ai pas ressenti. D'accord. Et à l'école d'avocat? À l'école d'avocat. Est-ce que tu as été confrontée à certaines choses? Alors oui, c'est un peu les raisons d'ailleurs de mon redoublement. Ok. Oui, mais bon, c'est pas, j'ai pas forcément envie d'en parler tout de suite. Oui. Mais oui, effectivement, j'y ai été confrontée. En tout cas, moi, je considère avoir été confrontée à ça et que c'est un peu les raisons pour moi qui ont causé mon redoublement. Mais finalement, honnêtement, c'est un mal pour un bien. Moi, c'est au contraire, puisque j'avais jamais expérimenté l'échec avant. Ok. Finalement, ça a été heureusement en fait que ça m'arrive à ce moment-là. Ah oui, parce que finalement, en fait, c'est tellement dur le monde du travail, c'est tellement notre monde que si justement on n'a pas été confronté à l'échec, on n'a pas eu cette expérience-là avant, en fait, ça peut être assez déroutant finalement d'y être confrontée après. Donc moi j'ai été contente finalement parce que oui, en plus non seulement c'était un échec, mais en plus redoubler à ce moment-là, on est peut-être 1% à redoubler. D'accord. Genre vraiment c'est alors rassurez-vous, si vous arrivez jusqu'à l'école d'avocat, normalement vous l'avez. Vraiment donc en fait c'était non seulement l'échec, mais en plus c'était la honte. Enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'était baisse d'estime de moi, qu'est-ce qui m'arrive, je suis pas celle que je croyais. Et donc, devoir surmonter ça, et puis ça m'a permis aussi de changer de voie. Parce que c'est à ce moment-là, moi, j'étais vraiment en parcours fiscalité, donc tous mes stages sont en fiscalité. Donc, j'étais censée être avocat fiscaliste à l'issue de l'école. D'accord. Mais justement, au fil des stages, je me suis rendu compte que ça me passionnait pas. D'accord. Alors c'était intéressant intellectuellement, etc. Mais me dire que j'allais me lever toute ma vie ou les 20 prochaines années de ma vie pour faire ça, non. Oui, ok. Et comment rétro-pédaler alors que je suis à la fin, c'était compliqué. Oui. Donc en fait, ça a été une opportunité finalement de dire ok, bon là, vu que tu dois recommencer, fais autre chose. Oui. Et donc, quand j'ai redoublé, je suis allée à l'école d'avocat de Paris, parce que j'étais à Versailles. Et là, j'ai fait un stage en alternance dans un cabinet spécialisé en droit de la famille. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait après un stage en juridiction auprès du JAF, auprès du service d'affaires familiales d'Evry. Okay. J'ai adoré. Ça m'a permis d'aller dans plein de services différents et donc d'avoir vraiment l'autre côté, en fait, finalement, le côté magistrat. Et puis après, j'ai fait un autre stage, mon dernier stage, un peu en droit de la famille, un peu dans un autre cabinet un peu généraliste. Et donc, finalement, j'ai fini par être collaboratrice dans un cabinet généraliste. Okay. Mais parce que quand, en plus, on fait du conseil, on fait pas du tout la même chose. Oui. Moi, j'avais jamais rédigé une assignation. Oui. Alors que finalement, quand t'es avocat pour tout. Donc, j'aurais pu après, demain, en faire des assignations. Bon, il y a des modèles, je pense que mon cerveau marche bien, je m'en serais sortie. mais bon, c'est pas du tout pareil, en fait. On comprend pas les mêmes choses, c'est pas du tout pareil. Donc, le fait de redoubler, ça m'a permis d'avoir une réelle formation en tant qu'avocat. Enfin, en tant qu'avocat qui fait du contentieux. Oui.
Et ça, ce que j'aurais pas pu faire. Donc ça m'a ouvert d'autres portes. Mais comment t'as surmonté donc ce redoublement? Tu t'es donné 10 fois plus? Non, pas non. Non, parce que c'était pas un problème d'acquisition des connaissances. D'accord. Non, mon cerveau marchait bien. C'était mental. C'est ça, c'était des circonstances qui ont fait que voilà, j'ai dû redoubler. Oui. Mais bon, j'étais bonne. Oui. Ça, j'avais pas de doute sur le fait que j'étais bonne. Justement, c'est pour ça que c'était injuste. T'avais confiance en toi. Ah oui, voilà. C'est pour ça que c'était injuste, parce que j'étais bonne. Et que j'aurais pu j'aurais pu avoir mon diplôme directement. Okay. Mais c'est pas grave, au contraire. Moi, franchement, aujourd'hui, je me dis, mais oui, j'ai surmonté ça, et je suis contente, en fait. Okay. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, quand t'arrives sur le monde du travail, en fait, personne te fait de cadeaux. Oui. Donc, tant mieux que... peut-être qu'on m'avait fait beaucoup de cadeaux avant, que je m'en rendais pas compte, et que j'étais un peu dans mon monde des bisounours. Oui. Et là, voilà, on m'a rappelé c'est quoi la vie. La vie est injuste, la vie est difficile, et c'est pas grave, on avance. Oui. Donc, non, moi, j'ai finalement, voilà, vraiment... Et puis, ça m'a permis d'aller vers ce à quoi j'aspirais, puisque aujourd'hui, je suis avocate en droit de la famille. Oui. Alors que c'était pas vers la voie... tu voulais... En tout cas, c'était parce que franchement, je pense que si j'avais eu mon diplôme directement, je sais pas si vraiment j'aurais exercé tout de suite. D'accord. Parce que j'avais plus envie à ce moment-là. Okay, je me disais non, le droit de la fiscalité, c'est pas pour moi. Okay. J'avais pas envie. Oui. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas envie, je fais pas. Oui. J'ai besoin d'avoir l'intérêt pour ce que je fais. Voilà. D'accord. Je vais pas faire quelque chose, même si ça peut être un intérêt économique, hein, me dire je le fais pour l'argent, mais il faut que j'y vois un intérêt pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que tes études de droit t'ont appris en termes de savoir-être? Parce que moi, j'ai fait des études de droit. C'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'il fallait être très carré, très rigoureux. Oui, et moi, vrai. je suis très scolaire. Oui. Voilà. Et il faut lire beaucoup. Oui. Chose que je ne faisais pas forcément. Donc, toi, qu'est-ce que ça t'a appris? Je pense que ça développe. Comme tu dis, moi, dans mon parcours scolaire, j'ai toujours fait partie des premiers de la classe. Donc, je pense que j'avais déjà ces qualités-là. Oui. Mais ça m'a développé, oui, encore plus. D'accord. Donc, la rigueur, je suis totalement d'accord avec toi, la rigueur. Le goût de la lecture, je l'avais déjà, je l'ai encore plus. Et là, je l'ai encore plus. Parce que vraiment, je suis une passionnée de lecture aujourd'hui. Oui, ce qu'il faut, c'est ça. Et puis, oui, de la curiosité intellectuelle. Faut être curieux. Passionné aussi, je pense. Oui, après, ce qui est bien, et moi, c'est ça que j'apprécie dans mon métier, c'est qu'on est, je dirais, 76 000 avocats en France. Et il y a 76 000 avocats différents, en fait. On est tous différents. Il n'y a pas de moule. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de professions qui nous permettent d'être soi-même à 100%. Si tu veux, je sais pas, être en basket, t'as le droit d'être avocate en basket. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Si t'aimes le droit canin, si t'aimes les animaux, tu peux faire du droit canin. Enfin, tu peux vraiment être en adéquation totalement avec tes valeurs, avec les causes que tu aimes défendre, avec toi-même, en fait. Et ça, je pense que, à part là, comme ça, ce qui me vient, c'est être artiste. C'est ça qui permet de t'exprimer totalement, être artiste. Et être avocate, c'est pareil. Il y a sûrement d'autres métiers, mais là, c'est ce qui me vient. Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu aimais être première de la classe. Ce n'est pas tout le monde qui dit ça, en fait, qui assume dire ça. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont donné envie d'être toujours première de la classe? Tes frères et sœurs? Tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tu as développé ça, en fait? Est-ce que c'est toi ou est-ce que tu as été influencée par tes parents Ah oui, moi, ma mère, toujours, elle a toujours aimé les bonnes notes. Et quand j'en rapportais, je la sentais très fière, elle les valorisait. Donc, ça m'a donné envie de continuer. Okay. Et puis, oui, je pense que j'ai un peu le goût de la compétition, donc j'aime bien gagner. De toute façon, être la première, ça veut dire que j'ai gagné. J'ai remporté. Je suis la meilleure de la classe. Voilà, j'aimais bien ce truc-là. Okay. Et donc c'est resté, et c'est ça qui a fait que... Et puis toujours, aujourd'hui, quand on est avocat, on sait pour gagner. Oui. Moi, quand j'ai une affaire, je veux la gagner. Et donc, t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grands frères. Ma mère, elle est garde d'enfants, donc elle n'est pas du tout dans le droit. Okay. Finalement, c'est pas... dans ma famille, il y a des gens qui font vraiment diverses professions. Il y a des médecins, des ingénieurs, et puis d'autres, tout style de professions. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le droit. Okay. Donc, j'ai pas forcément été inspirée par des membres de ma famille. C'est plus...
Bah, je pense le sentiment, quand en plus on grandit en banlieue, on est fait partie d'une minorité, voilà, je suis noire, donc on fait partie d'une minorité. En fait, on développe, je pense, en tout cas moi c'est ce que j'ai développé, ce sentiment, des sentiments d'injustice, voilà, avoir envie de se lever contre les injustices, de défendre les autres, de défendre ses droits. Oui. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée donc à faire du droit, à avoir envie d'être être avocate, et encore parce que j'ai eu envie, et puis après ça part quand on est dans les études, on fait du droit dans les études, on se dit bon bah peut-être que ce sera pas ça. Oui. Puis finalement je me suis laissé le temps, et parce que j'aurais pu passer le barreau dès le master 1. Oui. Parce que il faut juste un master en droit pour pouvoir passer le barreau. Et j'ai attendu. Je me suis dit non, là je suis encore jeune, je sais pas trop, j'attends encore. Donc j'ai attendu de finir mon master 2 pour prendre le temps de me dire ok, je le fais. Ok. Alors, donc, tu étais une très bonne élève. Donc concrètement, c'était quoi tes techniques de révision? Comment ça se passait? Tu rentrais chez toi, dès qu'il y avait un cours, tu rentres chez toi, tu lis le cours. Tu lis les arrêts, le cours quoi, du prof, ou oui. Comment ça se passait? T'allais toujours en amphi, toujours au TD, bon ça c'est obligatoire, oui. Voilà, mais t'allais toujours en amphi? Parce que moi je sais que parfois j'avais la flemme d'aller en amphi. Ah oui, totalement. Moi en fait, pendant déjà mon parcours scolaire, j'ai développé mon écoute. Donc je suis quelqu'un et j'ai besoin d'écouter, j'écris, en écoutant, en écrivant, je retiens déjà un peu, et après j'apprenais par cœur. Donc en fait pendant mon parcours scolaire, donc au collège, au lycée, j'ai développé ma mémoire parce que j'apprenais par cœur. Ok. Et ça c'est bien parce que après ça m'a facilité pour la fac. Ok. On va pas se mentir, voilà. Oui. Tout facilite en fait. Donc en fait à la fac, donc j'assistais aux amphis parce que ça me permettait de déjà comprendre le cours, l'entendre, l'avoir au moins entendu une fois. Et c'est plus simple après pour apprendre. Quand j'ai déjà entendu, il y a des choses qui me marquent plus ou moins. Donc en plus on prend des notes, donc ça permet de commencer à apprendre. Et puis après j'apprenais au moment des examens, parce que j'ai pas que ça à faire en fait. En plus avec les TD, en fait on est pris par les TD pour les bosser au fur et à mesure, et on n'a pas le temps. Enfin moi j'ai jamais eu le temps d'apprendre mes cours à l'avance. Oui. Je les apprenais au moment de l'examen, enfin avant l'examen. D'accord. Et à ce moment-là j'essaye d'apprendre. J'apprenais plus par cœur. J'ai plus besoin d'apprendre par cœur. Parce que, en fait, à force, j'essayais de refaire une espèce de fiche de cours résumée. Et en le faisant, j'apprenais. Ok. Mais après, c'est vrai que le par cœur, j'ai plus fait ça. Et tes notes, elles tournaient autour de combien? Non, j'étais une élève moyenne. J'avais autour de 12. Ok. Et est-ce que tes notes, et je sais pas si tu as eu ton master avec mention, ta licence avec mention? Non, même pas. Même pas. Mais est-ce que... Ou la mention passable, enfin le truc quand on est entre... Non, je crois que... Je sais pas si on a des mentions en licence. Comme c'est par année. J'ai pas... Franchement, en licence, ça, je me souviens pas. Ok. Mon master 1, j'avoue que je m'en souviens pas du master 1, mais le master 2, là, je m'en souviens puisque c'est le master 2. Et non, j'ai eu passable. D'accord. Donc j'ai été entre 10 et 12. Et pour tes stages, est-ce que le fait d'avoir un bon dossier, ça t'a permis de trouver des bons stages dans de bonnes entreprises, ou pas du tout? C'est comment tu t'es vendue? Parce que c'est difficile de trouver des stages en droit. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu de la chance. C'est que déjà en Master 1, on a notre prof d'amphi, je me souviens plus comment elle s'appelle, qui nous avait proposé de faire un stage chez Fidal. Donc c'est un gros cabinet d'affaires français à la Défense. Assez réputé, et donc j'ai candidaté, je lui ai proposé, j'ai dit que j'étais intéressée, et c'est comme ça que j'ai pu faire mon premier stage. D'accord. Donc c'était de la chance finalement. Oui. Mais une fois qu'on a un premier stage en plus Fidal dans le milieu des avocats en plus d'affaires, il est connu. D'accord. Donc c'est déjà un pied à l'étrier, et qui m'a permis d'ouvrir toutes les autres portes très facilement après. Ok. Et encore, je pense que moi mon défaut, c'est que je parle pas très bien anglais. Voilà, je suis pas bonne en anglais. En plus, au fur et à mesure des années, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je me dis je suis pas bonne en anglais, donc ça aide pas à s'améliorer quand on se répète qu'on n'est pas bonne. Mais mais du coup, c'est limite ce qui m'a manqué pour en plus décrocher encore des stages encore plus, parce que j'ai quand même obtenu de bons stages dans des bons cabinets. T'as fait combien de stages?
Il faut en faire plusieurs. Bah déjà, donc Master 1, j'ai fait un stage. Donc avant, moi, je faisais pas de stage, je travaillais mes étés. Ok. Donc à partir de Master 1, un stage. Master 2, forcément, un stage de 6 mois parce que c'est obligatoire dans le cadre du Master 2. Après, après, j'ai pas fait de stage puisque je passais le barreau. Et puis, une fois qu'on est à l'école d'avocat, on a 2 stages obligatoires à faire. Ok. Donc à ce moment-là, j'ai fait 2 autres stages. Donc j'avais déjà 4 stages. Et après, ce qui est aussi, je sais ce qu'on m'a dit, les gens ont bien aimé, c'est le fait que j'ai toujours travaillé. Donc j'avais des expériences professionnelles. En fait, tout compte quand on candidate pour un stage. C'est ça qui est important de se dire, oui, bah, vous travaillez, c'est pas grave. Surtout moi, je travaillais, j'ai fait beaucoup de... je travaillais en tant que vendeuse au printemps, etc. Je fais plein de marques différentes. Et donc, forcément, ça compte. Ça permet de se vendre, ça aide à se vendre. Ça développe aussi du savoir-être, comment se comporter avec les gens, voilà. Les activités extrascolaires aussi, peut-être. Oui, non, mais c'est ça. En réalité, même après, pour tout, quand on cherche du travail, qu'est-ce qui fait la différence entre A et B ? C'est tout l'à côté, en fait. Oui. Donc, si vous avez fait, si on fait des activités extrascolaires, bah, faut les mettre en valeur. C'est génial. Toi, tu faisais quoi ? Moi, je fais pas aucune activité extrascolaire. Je travaillais. C'était école-travail, ma vie. Mais franchement, quand même être moyenne ou être assez bonne, ne jamais avoir redoublé et tu travaillais à côté de tes études, c'est quand même... Bah oui, parce que forcément, t'as réussi à t'en sortir. Si j'avais eu plus de temps, et c'est pour ça il faut aussi avoir de l'empathie avec soi-même. Enfin, c'est sûr que si moi mon seul travail c'était d'aller à l'école, bah j'aurais 15. Oui. Si c'était ça mon seul job, mais non, moi j'avais un job à côté. Oui. Et donc non, en fait, je pouvais pas passer tout mon temps à travailler, mais bon. J'ai quand même réussi. Enfin, je veux dire qu'il faut aussi se dire, bah, si vous avez d'autres choses à côté, bah, c'est normal que vous n'allez pas exceller. Mais il faut essayer de faire en sorte de vous démarquer, en fait. Oui. C'est pas grave si vous n'avez pas, en réalité, moi, au moment des Master 2, c'est là que à mon époque, c'est là que ça devenait sélectif. C'était au moment des Master 2. Et donc, il y avait des gens qui étaient pris en Master 2, alors même qu'ils avaient 10 de moyenne. Mais bon, c'était peut-être 10, mais c'était de la Sorbonne, donc ça aussi, ça dépend. Il faut essayer d'avoir la meilleure fac possible, parce que forcément le 10 de la Sorbonne ou le 10 de la SAS ne sera pas équivalent au 10 de Villetaneuse, malheureusement. Malheureusement, alors que ça veut pas dire ça, c'est faux en fait, enfin on devrait pas, mais en fait tout compte. Et donc moi j'ai rencontré des personnes qui avaient peut-être 10 à Assas, mais qui faisaient du rugby, qui étaient engagées dans des partis politiques, et du coup on les voulait. Ouais. Alors même que en Master 2 on est 30. Oui. Mais celui-là on le veut. Oui. Parce que on cherche ses compétences, son image, son carnet d'adresse, etc. Ouais. Donc et je sais qu'aujourd'hui ils sont sélectifs à partir du Master 1. Ah oui, mais ça a changé. Parce que comme c'est à partir du Master 1 qu'on peut passer l'examen d'entrée pour l'école d'avocat, l'examen d'entrée pour devenir magistrat. C'est pour ça que maintenant on sélectionne au Master 1, c'est pour sélectionner plus. Parce qu'à mon époque, il y avait des personnes qui n'avaient pas de Master 2, seulement un Master 1 parce que c'était automatique. Après la licence, on a accédé au Master 1, et donc qui avaient leur barreau alors même qu'ils n'avaient pas de Master 2. Et qui après se disaient, je fais une pause, je rentre pas tout de suite à l'école parce qu'on peut différer l'entrée à l'école d'avocat. Et là, avaient leur Master 2 puisqu'ils pouvaient dire, j'ai eu le barreau, donc acceptez mon Master 2. Ok. Aujourd'hui, c'est plus forcément possible. Donc, en fait, il faut se démarquer avec tout ce qu'on va faire à côté. Même partir à l'étranger. Moi, c'est un regret de pas avoir fait Erasmus ou une année à l'étranger, parce que ça, c'est ouvert. D'accord. En droit, on peut faire... Ah oui, en droit, parce que je me suis dit, comme c'est du droit français, non, quel intérêt, ah oui, on peut. Erasmus, c'est ouvert en droit. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de choses qui sont ouvertes. Oui. Mais en fait, si on se renseigne pas, ça va pas forcément venir à nous. Oui. Donc c'est pour ça vraiment, et surtout quand on est en fac, il faut vraiment se prendre en main. Parce que contrairement avant, au lycée, finalement c'est très scolaire, donc une année sur l'autre, etc. Là, à partir du moment où vous êtes à la fac, vous êtes lâché. Et aujourd'hui, moi, je suis chargée de TD en première année en droit de la famille. Quelle université ? Paris 11, toujours. Okay. Orsay, du coup, c'est sur la faculté d'Orsay, okay. Mais c'est rattaché à Sceaux, Orsay, Sceaux, c'est Paris-Saclay maintenant. Ah oui, voilà, c'est Paris-Saclay, plus Paris 11.
Et je les vois, enfin, l'exigence que c'est plus la même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut encore d'autant plus qu'ils se prennent en main. Oui. D'autant plus qu'ils travaillent. Parce que moi, en première année, je me souviens, on devait faire tous nos TD, tout était ramassé. C'était quand même, on était quand même derrière notre dos pour qu'on travaille. Oui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Ça veut dire que malheureusement, si vous travaillez pas, bah, y a pas de talent. La phrase, je vais le faire au talent, non, ça n'existe pas en fait. Vous n'avez pas de talent en L1. Non, vous n'avez pas de talent. Le talent, il se crée, il se travaille. Hein. Oui. Aujourd'hui, oui, je peux me permettre moi, avant de faire mon TD, de prendre une demi-journée pour faire le TD, pour essayer de comprendre ce qui est demandé et de faire mon cours le lendemain. Oui. Parce que ça fait 10 ans que je fais du droit. Oui. Mais quelqu'un de L1, non, lui, il va avoir besoin de peut-être 2 jours. Donc, c'est-à-dire que normalement, on a 3 TD quand on est en licence. Ça veut dire qu'en gros, sur 6 jours, il faut qu'il consacre 2 jours par TD. Donc, ça fait beaucoup de travail. En plus de suivre les amphis. Donc, oui, en droit, on travaille. Ça, il faut pas. Si vous aimez pas travailler, il faut pas faire du droit, de toute façon. Mais on s'habitue, en fait, à cette charge de travail. Et ça aide parce qu'aujourd'hui, dans la vie professionnelle, on travaille aussi beaucoup. Oui. Mais en fait, quand on est habitué, parce que ça fait... on est habitué, on ressent pas la charge de travail de la même manière que quelqu'un qui n'est pas dans ça. Parce qu'on est habitué depuis la L1 à travailler beaucoup. Faut savoir s'organiser, tout ça, etc. Oui, vraiment, aujourd'hui, moi, je suis contente d'avoir fini mes études parce qu'aujourd'hui, je trouve que le niveau il est bas. Pas forcément bas, mais c'est plus compétitif pour le coup. Moi, je trouve qu'autant à mon époque, je trouvais moi, j'ai pas forcément, comme je disais, j'ai pas forcément ressenti la compétition. Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de compétition parce que justement, il y a de plus en plus, plus on est nombreux, plus il faut de la compétition, de toute façon. Et justement, c'est pour ça que ça a changé, pour qu'on sélectionne au Master 1 et plus au Master 2, pour aussi faire de la compétition. Oui. Pour aussi sélectionner, en fait, qui est une sélection naturelle, qui est déjà une sélection, parce que moi, je me souvenais en L1, qu'on arrivait, on nous disait, vous regardez là, vous êtes 2000. Oui, moi aussi. Voilà, on le dit toujours. Mais c'est encore plus le cas. En fait, au fil des mois, je voyais que l'amphi commençait à se désengorger. Oui. Au début, tout le monde est assis sur les escaliers, tout ça et tout. Quand on arrive vers novembre, ça diminue. Et je crois, plus on avance, L1, L2, L3, ça diminue. Et en master, je crois que vous n'êtes pas beaucoup. On est 30. Vous n'êtes pas beaucoup. Ouais, on est une petite classe. Et encore 30, c'est beaucoup. Oui. Ouais, je pense qu'on est entre 20 et 30. C'est pour ça que le droit, c'est pas sélectif post-bac. Enfin, c'est pas... Oui. Parce qu'ils se disent la sélection, elle va se faire naturellement. Exactement. Et en fait, le fait de plus être derrière les élèves pendant les TD, après, peut-être que je pense pas que ça dépende des facs. Parce que moi, ce qu'on nous dit, c'est parce que c'est avec ChatGPT, etc., on est plus sûr qu'ils le font eux-mêmes. Donc, ça sert à rien de ramasser des choses si, en fait, ils sont allés sur ChatGPT et que c'est pas eux qui ont rédigé. Effectivement. Mais ça veut dire que moi, j'avoue que cette année, j'ai commencé à faire les TD cette année. Donc, j'étais vachement derrière mes élèves pour les forcer à travailler, à dire, voilà, je vais pas vous noter, mais vous allez passer au tableau, voilà, pour les forcer à faire. Parce que s'ils le font pas, comment en examen ils peuvent arriver et réussir ? C'est pas possible. C'est clair. Les TD, c'est dans l'entraînement. Donc, il faut vous forcer à faire vos TD pour vous entraîner et pouvoir après arriver à l'examen en étant le meilleur possible. Ouais. Parce qu'à l'examen, c'est nul, hein. Vous validez pas en fait. Ouais. Et ça, c'est ça la section. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui viennent pas en amphi. Comme tu disais, tu venais pas forcément, mais ils passent quand même les examens. Il y a plein de gens qui viennent pas en amphi, ils disent qu'ils vont récupérer un cours. Voilà, il y a plein de bouquins, hein, c'est pas grave. Et puis ils révisent eux-mêmes et ils passent l'examen. Ouais. Mais si en fait, c'est pas l'examen, c'est pas des questions de cours. À part les petites matières, bien sûr, où ça peut être des questions de cours, mais les grosses matières, les matières de TD, c'est de la réflexion, c'est de l'analyse. Oui. Et ça vient avec l'entraînement. Donc, si on fait pas nos TD, on peut pas être bon à l'examen. Ça, c'est sûr. Si on travaille pas, on peut pas être bon. C'est clair. Mais, donc, tu es chargée de TD depuis cette année ? Oui. C'est toi qui as décidé de devenir chargée de TD ou on t'a proposé ? Non, alors oui, c'était une proposition, mais je voulais le faire depuis longtemps. Ah, ok. Et moi j'aime bien le côté transmission, la pédagogie. Moi j'aime beaucoup. Hein. Donc, t'as une classe de combien ? Alors j'avais 2 classes, ils étaient normalement 30 par TD, mais finalement, non, il y a des gens qui avaient déjà abandonné. Et donc il y avait le TD de 10 heures, on va dire, lui était plein. Celui de 8 heures, moins, mais tant mieux. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, et je pense que c'est ça, hein, on avançait beaucoup mieux. Avec ceux de 8 heures. Ah oui. Et c'est quoi ? C'est les mêmes personnes. Enfin, voilà, et normalement, ils sont au même stade. Oui. C'est juste qu'ils sont moins. D'accord. Et ça fait une différence.
Ok, très bien. Et qu'est-ce que ça t'apprend le métier de chargé de TD du coup, en termes de savoir-être encore une fois? Oui, je pense la pédagogie, parce que dans le métier d'avocat, on doit être, on défend des personnes qui n'ont pas de connaissances en droit. Ouais. Il faut leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on demande, comment on le demande, la stratégie, et c'est toujours de la pédagogie. Donc oui, ça, et puis ça me permet de revoir mes bases aussi, hein, parce qu'on oublie parfois. Tu enseignes le droit de la famille essentiellement? Oui, c'est le droit de la famille. Droit de la famille, ok. Moi, c'est un droit que j'aimais beaucoup quand je faisais mes études. Droit de la famille. Par contre, tout ce qui était droit du contrat, droit des contrats, droit constitutionnel, machin, et tout, j'aimais pas du tout. Nous, on avait droit au code. Je sais pas si eux, ils ont droit au code aux examens. Non. Ah, vous n'avez pas droit au code? Non, ils ont pas on droit au avait code. droit au code, on pouvait mettre les post-it. Ah oui, oui. Ah. Pour se rappeler des articles. Ah bon? Ah non, alors moi, à mon époque, on avait le droit au code aussi, mais non, c'était pas annoté, il devait pas être annoté le code, on n'avait pas de post-it, hein, il me semble pas. Ok. Non. Même pendant les galops d'essai et tout ça? Je me souviens pas, mais en tout cas, on avait les codes, ça c'est sûr. Ok. On arrive au terme de cette interview. Ah, déjà. Est-ce que tu aurais des conseils déjà à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer donc dans le droit, hommes ou femmes? Alors moi, mon conseil, ce serait faut pas se mettre... Lancez-vous. Si c'est ce que vous avez envie de faire, il faut vous lancer. Bien au contraire, il faut se lancer. Il faut pas avoir peur. De toute façon, moi j'ai plein de camarades qui sont pas forcément terminés avocats, qui ont fait d'autres choses, même rien à voir, genre psy. Des fois, je vois psy, etc. En fait, parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent le droit mène à tout, et c'est vrai. Oui. En fait, c'est une excellente base, même parce que de toute façon, tout est droit. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves. Tout est droit. Oui. En fait, tout le monde, il y a des règles partout. Ça veut dire que de toute façon, avoir cette base-là ne sera qu'un plus, en fait, dans votre vie après. Et puis, c'est une manière de rédiger, c'est une manière de structurer sa pensée. C'est aussi, ça va vous amener à avoir un sens critique. Aujourd'hui, on manque beaucoup de critique, en fait. On absorbe plein de choses et on dit c'est vrai. Mais non, c'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. Et c'est qui, lui? Oui. Qui? Parce que quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est que personne n'est neutre. Oui. Donc faut faire attention à tout, et ça nous apprend aussi à penser contre nous-mêmes, à penser contre toutes nos certitudes, à tout remettre en question. Donc faites du droit. Moi, j'encourage tout le monde à faire du droit. Ouais. C'est prestigieux aussi, le droit. Quand même, oui, ça reste prestigieux. Bon. Ça reste prestigieux. Quand tu dis que tu es avocate et en plus tu es collaboratrice. Non, là, je suis T'es associée? Non, j'exerce à titre individuel, donc je suis à mon compte. Ok. Mais je suis pas associée, puisque je suis pas avec quelqu'un. Associé, il faudrait être plusieurs. Ah d'accord, ok. Et collaborateur, c'est? Ça veut dire qu'on travaille pour quelqu'un, dans un cabinet. Ok. Et comment ça t'est arrivé cette idée de vouloir exercer à titre, on va dire, individuel? Oui. Alors moi, j'ai toujours voulu être à mon compte. Okay. Moi, de toute façon, dès que je savais que j'allais m'installer un jour ou l'autre. Okay. Maintenant, effectivement, je pensais pas que je m'installerais aussi vite, mais c'est le cabinet où j'étais le premier cabinet où j'étais embauchée. J'étais tellement autonome qu'en fait, je me suis rapidement dit, autant que tu continues toute seule. je suis tellement autonome finalement. Oui. Autant continuer. Et il y a une vraie solidarité dans la profession. Ça veut dire que je sais pas tout. Oui. En plus, ça fait maintenant 3 ans que je suis avocate, donc il y a encore des choses que j'ai pas encore expérimentées, même si je le sais en théorie, en pratique, je l'ai pas forcément fait. Et pour le coup, il y a toujours quelqu'un à qui on peut demander des conseils. Je pensais que vous étiez tous dispersés. Franchement, je me dis pas. Ah non, ça fait partie de nos principes. Qui régissent les principes qui régissent la profession d'avocat. On doit être confraternel, on doit être solidaire, et vraiment on l'est. D'accord. Donc pour le coup, on est. Même si je sais pas, je sais à qui demander si je sais pas. Et vous avez le droit de vous prononcer sur des sujets politiques, sociétales. Ah oui, parce que ce soit sur les réseaux sociaux. Oui. Où il y a des limites. Alors, je pense qu'il y en a qui abusent un peu quand même. Alors, on a les limites, c'est effectivement notre déontologie, les principes essentiels. On doit rester, on doit faire preuve de modération, de délicatesse. On va pas abuser dans nos propos. On doit rester toujours, on va pas se mettre à insulter les gens. Enfin, oui. Insulter les gens, c'est une infraction. Hein. Oui. Donc voilà. Mais à pas respecter nos principes essentiels. Non, on est libre de défendre et de prendre la parole pour
pour quelque cause qu'on souhaite. Et c'est ça aussi qui est bien. Ok. Merci à toi, Françoise. Merci à toi pour ces questions. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview.